Bienvenue dans ce 5e numéro de l'Écho Clermontois, podcast des élus écologistes Clermont-Ferrand Ville et Métropole. « 5G, Big Data, économie et protection des données, cloud, cybersécurité, automatisme et intelligence artificielle. Le développement des écosystèmes numériques dans lesquels nous vivons est vertigineux. Tant et si bien qu'on a parfois du mal à en cerner tous les enjeux. Et ils sont multiples, sociétaux, économiques, écologiques et politiques. À l'échelle de notre territoire, et depuis le début de cette décennie, la ville et métropole de Clermont-Ferrand s'emparent progressivement de ces enjeux, à la fois pour répondre à leurs obligations légales, mais aussi pour tenter de relever le double défi de l'accès citoyen et de l'économie des données. Il en va de leurs relations aux usagers, de la gestion des services publics comme du développement d'outils potentiellement utiles à la transition écologique du territoire métropolitain. Pour aborder et débroussailler l'ensemble de ces enjeux complexes, globaux, mais aussi clermontois, nous recevons Yannick Vigignol, conseiller municipal de Clermont-Ferrand, délégué à l'ouverture des données et cheville ouvrière de la récente mais opiniâtre libération des premiers jeux de données clermontois. Bonjour Yannick. Bonjour. Première question, comme pour tous nos invités, peux-tu te présenter ? Alors, je m'appelle Yannick Vigignol, je suis conseiller municipal à l'ouverture des données à la vie associative, élu écologiste à la ville de Clermont-Ferrand depuis 2020. Premier mandat. Premier mandat, tout à fait. Pourquoi cette délégation à l'ouverture des données numériques ? C'est toi qui as proposé ? Est-ce que c'était déjà là ? Alors non, c'était une nouvelle délégation. L'ouverture des données numériques, elle n'existait pas à Clermont-Ferrand. Elle est issue de la mise en œuvre d'un principe un peu ancien, même si ça a un caractère aujourd'hui un peu techno, qui est celui de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Donc dans ce cadre-là, et depuis la loi de 2018, la loi pour une république numérique, les administrations publiques ont l'obligation de publier les données dont elles disposent et de les mettre sur un format ouvert pour les rendre accessibles à toute personne ou toute structure qui souhaite les utiliser. Et la ville de Clermont-Ferrand avait jusqu'alors pas ouvert de jeu de données et ne disposait pas d'un portail d'open data, et c'était un peu l'objet du mandat qui s'ouvrait. D'accord. Comment se place Clermont-Ferrand aujourd'hui par rapport aux autres villes ? C'était un retard ? C'était une avance par rapport au... Alors les premières initiatives des collectivités locales dans la publication de leurs jeux de données datent du début des années 2010. Il y a eu des pionnières, notamment Rennes, Nantes par exemple, et Clermont-Ferrand n'était pas dans cette vague-là. La loi de 2018 a rendu la chose obligatoire, mais en fait, nous, réellement, on a commencé à disposer d'un portail et à publier les jeux de données depuis la période 2021-2022. Donc on a accusé un léger retard par rapport à ces premières collectivités. On est en train de rattraper ce retard. Aujourd'hui, la métropole a 84 jeux de données qui sont disponibles en ligne, auxquels s'ajoutent 33 jeux de données de différents partenaires comme le SMTC, l'agence Atmo, l'INSEE. Et nous, au niveau de la ville de Clermont, c'est 42 jeux de données publiés, dont 7 qui font l'objet de data visualisation, c'est-à-dire de présentation graphique approfondie. Et aujourd'hui, on identifie qu'il y a à peu près entre 1000 et 5000 téléchargements sur ces jeux de données disponibles sur notre portail Open Data. Donc, on est en train de rattraper ce retard. D'accord. Est-ce que tu aurais des exemples de données publiées ? Alors, il y en a donc un certain nombre, mais si on prend quelques exemples les plus illustrants, on a récemment, par exemple, publié le menu des cantines scolaires sous forme de data visualisation, justement, ce qui permet en fait d'identifier à la fois la composition des menus, mais aussi l'origine des produits et les labels éventuels qui sont proposés aux enfants. On a la cartographie des défibrillateurs qui vient également d'être mise en ligne récemment. La localisation des boîtes aux lettres de la Poste, qui permet aussi de faciliter l'accueil des nouveaux arrivants sur Clermont et qui souhaitent envoyer du courrier. De manière plus complexe, on a publié depuis 2 ans la carte des îlots de fraîcheur, qui combine un certain nombre de jeux de données autour des points d'eau, des zones de végétalisation. Et puis également, en fin d'année dernière,
la mesure des radars de vitesse pédagogiques qui sont situés en ville, ou même les lieux de médiation numérique. Voilà. Donc il y a beaucoup d'exemples assez variés. Et comment vous fonctionnez à l'intérieur de la ville pour faire émerger ces données? Parce que j'imagine que ce n'est pas un seul service qui a toutes les données de la ville. Non, effectivement, donc c'est un processus en 4 étapes et qui s'appuie sur un principe, celui de l'open data. Donc le principe de l'open data, il a une histoire. Il a été d'abord défini par une convention à Sébastopol en 2007 par un certain nombre d'acteurs de l'ouverture des données au niveau international, et il a été repris dans la Charte internationale des données ouvertes de 2015 qui a été signée par plusieurs États, dont la France, et qui dit que les données ouvertes sont des données complètes, sont des données brutes, donc elles peuvent être filtrées, traitées. Ce sont des données le plus fraîches possible, accessibles et dans un format ouvert. Voilà, donc ça, c'est un ensemble de principes qu'on s'attache à respecter. Partant de là, on a au sein de la ville de Clermont-Ferrand un service qui se charge de mettre en œuvre ces principes, et comme je le disais, selon 4 étapes. Donc le premier, c'est effectivement le travail avec le service métier qui est à l'origine de la production de ces données. Donc ça peut être la direction de l'enfance, la police municipale, voilà, le CCAS par exemple. Le CCAS? Ah pardon, le Centre communal d'action sociale. D'accord. Et donc en fait, souvent les données, elles sont extraites d'un logiciel métier qui est utilisé par le service. Et on essaye de voir dans ce logiciel quelles sont les données disponibles, la fréquence de leur mise à jour et la facilité à exporter ces données dans un format brut, c'est-à-dire sous forme d'un tableur filtrable. Donc ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a identifié cette potentialité-là, on traite la donnée, on la structure, c'est-à-dire qu'on va paramétrer les différents champs de la donnée, on va définir les formats de colonnes, supprimer les doublons, et éventuellement ajuster si on voit que certains champs sont mal renseignés ou peu pertinents. Une fois qu'on a fait ce travail de traitement, on peut à ce moment-là passer à la troisième étape, qui est la publication de la donnée proprement dite sur le portail Open Data de la ville. Et puis dans certains cas, on a une quatrième étape, celle qui vise à éditorialiser la donnée. Donc j'ai parlé notamment des data visualisations. L'idée, c'est en fait, à travers des graphiques, des cartes, de faciliter la compréhension de cette donnée. On peut aussi avoir un travail pour partager et faire en sorte que cette donnée puisse être réutilisée par des tiers, des entreprises privées, d'autres opérateurs publics au niveau national par exemple. On parle alors de moissonnage de la donnée, et à ce moment-là, on doit s'efforcer de faire correspondre la donnée à un cadre, à un référentiel déjà défini par ailleurs pour permettre son réemploi et sa réutilisation. Tu as évoqué les principes de l'ouverture de ces données, mais quels sont les objectifs? Alors, effectivement, au-delà des grands principes qu'on a pu énoncer, on a plusieurs objectifs à travers la publication de ces données. Donc, le premier, qui est lié au principe qu'on a précédemment évoqué, c'est l'objectif de transparence. L'idée, c'est réellement de permettre la connaissance et le contrôle du fonctionnement des acteurs publics, et en premier lieu de la ville de Clermont-Ferrand ou de la métropole. Donc par exemple les données de publication autour du budget, de l'attribution des marchés publics, le détail des subventions associations, le versement des indemnités aux élus locaux répondent directement à cet objectif-là. On a ensuite un deuxième objectif qui est plutôt une logique de coportage de l'action publique. En fait, l'idée d'ouvrir la donnée, c'est aussi de la sortir de son silo d'origine, c'est-à-dire celui du service métier qui a été à l'origine de la production de la donnée, et pour la mettre en partage, alors aussi bien en interne, puisque quand on ouvre la donnée d'un service, on la partage avec les autres services, mais aussi avec des opérateurs tiers, entreprises ou réseaux associatifs, ou des collectifs d'habitants et d'habitantes. Par exemple, la Convention citoyenne locale autour du climat à Clermont-Ferrand a pu se saisir de certains jeux de données ouverts, comme la carte des îlots de fraîcheur, pour mieux appréhender la question de la végétalisation de la ville. De manière plus générale, d'ailleurs, les sujets de transition écologique croisent à la fois des questions de mobilité, d'environnement, d'énergie,
et nécessite souvent un meilleur dialogue entre techniciens et acteurs du territoire, et l'open data peut directement y contribuer en mettant à disposition ces jeux de données. On a un très bel exemple au niveau national avec la démarche Ecolab qui est directement dans cette logique-là de partage des données, de travail partenarial. Un troisième objectif, c'est la valorisation de l'action publique. Les services métiers, en donnant l'accès à leurs jeux de données, en les partageant souvent, permettent de montrer à la fois les raisons pour lesquelles on mène une politique publique, mais aussi les résultats de cette politique publique et de son impact. Donc elles valorisent l'action de ces services, elles valorisent l'action des élus et de la collectivité, et elles permettent une analyse dans le temps de l'impact de ces politiques. Et puis enfin, on a également un objectif potentiel de réutilisation de la donnée pour la création de nouveaux services, que ce soit des services privés ou d'intérêt général. Le plus bel exemple, c'était celui des applications Covid pendant la crise sanitaire qui s'appuyaient directement sur les données ouvertes de la sécurité sociale autour de la propagation du virus. De manière plus courante, on a des solutions d'aide à la mobilité comme Navitia, par exemple, qui utilise le partage en données ouvertes des horaires, des différents modes de transport. On a une solution comme NamAir qui utilise les données ouvertes autour des bâtiments pour optimiser leur production d'énergie, par exemple, ou la solution Meilleur Agent, qui est en fait un outil de comparaison des prix de l'immobilier qui s'appuie sur les valeurs foncières publiées en données ouvertes par la DGCIP. Si on prend un exemple plus local, la reprise par OpenStreetMap de la cartographie des zones 30 qu'on avait publiée en données ouvertes à Clermont-Ferrand a été ensuite reprise par des calculateurs d'itinéraires comme Waze, par exemple. Est-ce que ça répondait à une attente, ces données? Est-ce que vous avez des premiers retours d'utilisateurs, utilisatrices qui se servent de ces données? Alors ce qu'on voit, c'est qu'on a, oui, des attentes. Comme je disais, on a à peu près entre 1000 et 5000 téléchargements par jeu de données sur les données publiées sur le site sur 1 à 2 ans, ce qui est relativement intéressant. Depuis son lancement? Depuis son lancement, exactement. On sait aussi qu'on est interpellé régulièrement en réunion publique, par exemple encore récemment, sur des jeux de données pour mieux comprendre une politique publique. Là, c'était le cas le mois dernier, par exemple, sur les places disponibles dans les centres de loisirs de la ville de Clermont en période de vacances. Donc, c'est un jeu de données sur lequel on est en train de travailler parce que justement, il a été demandé dans le cadre de cette réunion publique. Et comment ça se passe quand vous avez une demande un peu précise? Est-ce que vous fournissez une donnée brute ou est-ce que vous allez un peu plus loin et vous fournissez de la visualisation pour faciliter en fait l'accès à la donnée? Alors le premier objectif, c'est la donnée brute, puisque c'est celle qui va vraiment répondre aux attendus de l'open data et notamment répondre à l'objectif de transparence. Plus la donnée est brute, plus on peut l'analyser, la traiter, la comparer. La visualisation, c'est un outil de divulgation, de pédagogie, et qui vient dans un deuxième temps, si on estime qu'effectivement ça peut être une nécessité. Mais l'objectif, déjà, c'est la donnée brute. Donc là, en l'occurrence, on s'est rapproché de la direction de l'enfance et on regarde avec eux sous quelle forme est disponible cette donnée des places en centre de loisirs ou en centre de vacances. De voir quel est en face de ce nombre de places, le nombre de demandes qu'on peut avoir et d'essayer d'identifier un taux de tension, par exemple. Voilà, donc ça peut être une démarche. Mais comment vous identifiez les données à divulguer? Est-ce que toute donnée est bonne à diffuser déjà? Et c'est quoi votre politique d'ouverture? Alors le principe de la loi de 2018 pour les communes de plus de 3500 habitants, c'est que toute donnée doit être diffusée et mise en open data. Donc il n'y a pas des bonnes ou des mauvaises données. Ce qui peut être un frein, c'est la qualité de cette donnée. On peut imaginer qu'elle est peu mise à jour, que sa source n'est pas forcément fiable, que c'est un agrégat de données qui ont été collectées et sur lesquelles on ne peut pas s'assurer de la pertinence et de la justesse de la donnée. Donc dans ces cas-là, effectivement, on ne publie pas de manière à ne pas induire les utilisateurs en erreur.
Par contre, à partir du moment où la donnée est relativement fraîche, assez bien structurée et qu'elle correspond à une réalité, alors à ce moment-là, on a vocation à la publier. Après, le principal frein encore aujourd'hui, c'est les ressources, notamment humaines, pour mettre en place cette publication, trouver les jeux, les publier, les mettre en ligne. Voilà, tout ça, ça prend du temps et c'est ce qui nous retient le plus aujourd'hui. Et dans l'idée, dès que vous avez une donnée fiable, vous la diffusez. Il n'y a pas de... Alors, oui, oui, tout à fait. Après, on se doit de hiérarchiser puisqu'on a des ressources limitées. Et ce qu'on constate également, c'est que plus on a une possibilité d'éditorialiser, c'est-à-dire de donner un sens à cette donnée, plus c'est intéressant et pour le service producteur de la donnée et pour les utilisateurs. Donc on essaye aussi d'imaginer, de réfléchir dès la recherche des jeux de données à leur utilisation finale. Très bien. Quelles sont les prochaines étapes? Alors les prochaines étapes, d'abord c'est de poursuivre le travail de publication qui a été entamé. Comme je disais, on a une trentaine de jeux de données. L'objectif par rapport à d'autres métropoles qui sont à 200 ou 300 jeux de données, c'est évidemment d'accroître ce volume de jeux de données. Et on sait qu'au niveau national, aujourd'hui, on est seulement 20% des collectivités ou acteurs publics tombant sous le coup de la loi à publier ces jeux. Donc on a aussi un travail à faire pour embarquer avec nous d'autres acteurs du territoire à publier ces jeux de données de manière à ce qu'on ait une visibilité de données ouvertes plus forte sur le territoire, pour nos données à nous et puis pour ces partenaires-là. Oui, parce que comment ça se passe pour cette loi? Elle oblige quels acteurs exactement? Est-ce qu'un syndicat? Est-ce qu'un bailleur social? Oui, tout à fait. Il s'agit notamment pour les collectivités locales, c'est plus de 3500 habitants et de manière générale, plus de 50 salariés. Donc en fait, toutes les administrations publiques d'État, les hôpitaux, les universités, les bailleurs tombent sous le coup de la loi et ont vocation à avoir une démarche open data. Ils n'ont pas la nécessité d'avoir leur propre portail. Ils peuvent utiliser le portail mis à disposition par l'État, opendata.gouv.fr, ou utiliser un portail local, comme celui de la métropole. Ils peuvent se rapprocher de la métropole pour le faire. Mais par contre, ils se doivent de réfléchir et d'essayer d'ouvrir les jeux de données dont ils disposent. D'accord. Donc un citoyen ou une citoyenne qui veut s'informer sur l'action d'un syndicat de déchets, par exemple, qui, comme tu l'as dit, a plus de 50 salariés, devrait en théorie pouvoir accéder à ces informations via une plateforme d'open data s'ils l'ont mis en œuvre. Alors en fait, on a souvent deux niveaux d'interpellation. Le premier niveau, c'est la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA. Donc chaque citoyen, au titre de cette commission, peut demander l'accès à des documents administratifs liés à l'activité de l'acteur public de manière individuelle. Mais ce faisant, en fait, il encourage l'acteur public à aller au-delà et plutôt que de lui répondre simplement à lui, de diffuser ces données-là de manière ouverte. Et donc à ce moment-là d'essayer de réfléchir à cette publication-là. Donc en fait on peut avoir soit une interpellation individuelle et donc on aura une réponse individuelle, mais on peut aussi encourager l'acteur public une fois qu'il a répondu à cette obligation, à répondre à la deuxième obligation, c'est-à-dire à ouvrir pour tout le monde et de manière régulière sa donnée. L'acteur public a deux obligations, celle de répondre de manière individuelle dans un objectif de transparence et maintenant une obligation d'ouvrir ces données dans le cadre de l'open data. Est-ce que un acteur local qui publie un jeu de données, qui le fait sur une plateforme locale, donc là celle de la métropole que vous avez mis en place, a obligation de mettre ces données à un plus haut niveau? Est-ce qu'il y a une instance qui centralise toutes les données des acteurs publics? Ou est-ce qu'elles sont un peu éparpillées à droite à gauche? Alors, non, il y a une instance qui vient centraliser, mais de manière automatique. Elle fait ce qu'on appelle du moissonnage de données. Donc, c'est le portail opendata.gouv.fr. Donc, à partir du moment où une collectivité ouvre un portail open data ou un acteur public, il va se signaler auprès d'opendata.gouv pour pouvoir être référencé dans le catalogue des données ouvertes au niveau national.
Donc ça se fait automatiquement, il s'agit d'une simple démarche déclarative et ensuite les systèmes se mettent en place. Pour certains jeux de données, on a désormais ce qu'on appelle des schémas de données qui ont été définis au niveau national. C'est vrai sur les transports, sur l'énergie notamment, sur la médiation numérique également, où en fait le portail opendata.gouv a défini un cadre de structuration de la donnée de manière à ce que non seulement il diffuse la donnée du portail local, mais qu'il puisse le faire sur le même format que les autres pour pouvoir agréger ces données et donner une visibilité nationale à certains éléments. Voilà, donc on a aussi cette deuxième obligation-là qui peut intervenir. C'est une obligation relative, mais disons que l'idée, c'est de se conforter à ce schéma de données pour que son jeu de données soit réellement pertinent et réemployable au niveau national. Au-delà de la publication de ces jeux de données, est-ce qu'il y a d'autres enjeux qui se cachent? Alors oui, il y a la question de la valorisation de ces jeux, puisqu'une fois qu'on a publié les jeux de données, il faut aussi être dans une logique de valorisation. Alors c'est ce qu'on a cherché à faire sur Clermont avec l'organisation d'un atelier annuel pendant la Clermont Innovation Week autour de l'open data. Mais on pourrait imaginer systématiser la publication de jeux de données sur des phases de concertation, par exemple sur des aménagements d'espaces publics ou sur la construction de politiques publiques en matière d'urbanisme, de transport ou d'eau. On pourrait aussi encourager la collecte de données pour leur partage. On l'a fait un petit peu via une cartopartie pour localiser des arceaux vélos à l'échelle de la métropole en 2022. Mais d'autres villes ont par exemple travaillé sur des capteurs de pollen comme à Rennes, qu'elles ont ensuite partagé pour permettre aux personnes allergiques de se déplacer dans la ville, ou bien la ville de Melbourne en Australie qui permet aux habitants de signaler la flore autour d'eux et notamment l'état des arbres par exemple, ce qui facilite le traitement des soins aux arbres. Mais on a aussi un certain nombre d'enjeux au-delà de la donnée elle-même sur son utilisation et notamment l'ouverture des algorithmes et le déploiement de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle va se déployer assez rapidement dans les années à venir dans les services publics, c'est une quasi-certitude. Elle permet en fait un traitement efficace et rapide d'un grand nombre de demandes d'informations ou de réalisation de formalités au sein des collectivités locales. Et on sait que dans le dernier baromètre de la data publique qui a été édité l'année dernière en 2023, ce sont déjà un quart des collectivités qui déclarent utiliser de l'intelligence artificielle de manière plus ou moins développée pour un certain nombre de traitements administratifs. Mais on sait qu'aussi que cette IA, elle n'est pas sans risque. Et on voit aujourd'hui beaucoup d'initiatives à Marseille, à Montpellier, pour aller vers des démarches de charte afin d'encadrer cette intelligence artificielle et faire ce qu'on appelle une intelligence artificielle éthique, notamment pour se prémunir d'un certain nombre de risques. Par exemple, est-ce qu'une IA seule peut répondre complètement à la demande d'un usager, ou est-ce qu'il faut maintenir une présence humaine dans le traitement de la demande? Qui est responsable si la réponse apportée par l'IA n'est pas la bonne réponse et qu'elle met l'usager en difficulté d'une manière ou d'une autre? Tout ça, c'est des questions qu'il faut essayer d'accompagner et d'encadrer. Il y a des enjeux par rapport à la protection des données des usagers dans ce cadre-là? Alors oui, alors l'open data en lui-même, l'ouverture des données se conforme à la réglementation européenne autour de la protection des données, ce qu'on appelle le RGPD. Donc il n'y a jamais de données personnelles qui sont dans la donnée ouverte. Elle est toujours anonymisée, cette donnée. Mais on voit aussi avec l'intelligence artificielle arriver un certain nombre de risques qui ont été notamment pointés par l'IA Act, donc l'intelligence artificielle Act, voté par l'Union européenne en décembre dernier, et qui vise justement à identifier des niveaux de risque autour du traitement par l'IA d'un certain nombre de données, du risque le moins élevé au risque le plus fort. Et donc le fait de pouvoir avoir des reconnaissances faciales et des traitements à partir de là qui permettraient des discriminations, des choses comme ça, ben, évidemment, ça, ce sont des risques élevés. Et le cadre européen est posé, il est tout frais, mais je pense qu'il faut désormais passer à un débat local autour de ce cadre-là, qui est relativement
souple quand même, puisqu'il définit des cadres de risque, mais il ne va pas beaucoup plus loin. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est effectivement de pouvoir mettre en débat ces solutions d'intelligence artificielle pour se donner des règles communes et éviter que des usages locaux débouchent sur des risques de désinformation ou justement de traitement de données personnelles de manière inappropriée, voire malveillante. Et donc ce sont les sujets qui s'ouvrent devant nous aujourd'hui. Quels sont tes objectifs pour la suite de ce mandat? Alors, sur l'ouverture des données numériques, on souhaite continuer à avoir un travail de publication qui s'est accéléré là, au cours des derniers mois. On a repéré un certain nombre de jeux de données à la fois disponibles et stratégiques à publier. Donc on travaille avec les services là-dessus. On sait également qu'on aura sûrement des demandes qui vont arriver au fil de l'eau, donc c'est d'essayer de les traiter le mieux possible. L'idée, c'est aussi de commencer à poser les bases avec la métropole d'un cadre de travail partenarial pour qu'au-delà de nos propres jeux de données, on puisse aussi les mettre en partage, en débat, en discussion avec d'autres partenaires qui sont aussi dans cette logique d'ouverture de données ou de réemploi des données qu'on aura ouvertes. Et puis le dernier élément, c'est de conforter la partie d'animation qu'on a commencé également à construire, mais sur laquelle on voudrait aller plus loin avec un certain nombre d'acteurs associatifs qui eux-mêmes sont embarqués dans ces logiques d'ouverture de données. Je pense bien sûr à OpenStreetMap, mais il y a aussi un certain nombre d'acteurs associatifs ou de collectifs d'habitants pour faire en sorte que effectivement l'ouverture de la donnée ne soit pas simplement un acte un peu technique, mais devienne vraiment une réalité démocratique. Et enfin, dernière question, comme à notre habitude dans ce podcast, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ce qu'on peut me souhaiter, c'est que on puisse, d'ici la fin du mandat, justement, faire la démonstration que l'ouverture de la donnée, l'open data, ce n'est pas une question technique ou technologique, que c'est bien une question profondément démocratique et qu'on puisse du coup poser les bases d'une réflexion autour du numérique de manière générale, de son impact sur la démocratie dont on voit bien qu'il est très important. On a parlé là de l'ouverture des données, mais il y a un certain nombre d'autres phénomènes autour des réseaux sociaux, de la désinformation, qui sont des vrais sujets et sur lesquels il nous faut vraiment réfléchir ensemble. On ne pourra pas faire l'économie de cette réflexion et de cette mise en commun, sans quoi on peut prendre des risques importants sur des dérives autour de la manipulation des opinions et du vivre ensemble. Donc je pense que c'est... Voilà, si on peut avoir dépassé cette perception un peu technique et technologique et qu'on ait mis ça au cœur du débat public, ça serait une très bonne chose pour moi. Redonner du sens à la technique. Exactement, redonner du sens et voir que cette question, au-delà de la technique, c'est vraiment la question de l'information. Et l'information du citoyen, c'est la base d'un bon fonctionnement démocratique. Bien, merci Yannick pour cet épisode. Merci à toi. Et bonne continuation, bonne suite.